Cette semaine au Libre Podcast, l'anticonservatisme des médias traditionnels, la gauche espagnole tentée par la censure, l'augmentation des crimes dans le commerce au détail au Québec et le discours de Javier Milei à l'ONU. Sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur, Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour, Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, premier sujet aujourd'hui, un article publié sous ta plume, mon cher Jérôme, intitulé « La stratégie des grands médias pour tenter de freiner Poilievre ». Alors, selon toi, la stratégie des grands médias consiste à présenter les ennemis désignés du système comme un danger pour le bien-être de la population et la stabilité des institutions. Oui, ça me paraissait important de revenir sur le traitement médiatique envers Pierre Poilievre, qui est, on le voit, à l'échelle du Canada, plutôt négatif. Au Canada anglais, c'est peut-être un peu plus modéré, si on veut, comme hostilité envers lui. Mais au Canada français, pour parler comme autrefois, disons, c'est beaucoup plus radical, voire caricatural. Et l'axe principal, en fait, là, dont on se sert pour diaboliser, en fait, les conservateurs ou même toute la droite en général en Occident, mais encore plus au Canada, c'est danger versus sécurité. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comme je l'explique justement dans mon éditorial, c'est que la stratégie des grands médias pour freiner la droite, c'est de la présenter comme un danger. Et depuis la pandémie, on voit que ce recours finalement à cette rhétorique s'est amplifié. Parce qu'évidemment, la pandémie, ça a été un sommet où vraiment l'argument principal, c'était de se prémunir face au danger. Donc, la sécurité, c'était les mesures sanitaires et le danger, c'était le virus et également ceux qui remettaient en question les mesures sanitaires. Donc, depuis la pandémie, cet axe-là qui oppose danger et sécurité est encore plus fort chez nous. Donc, c'est la logique du safe space, hein, finalement, qui est incarnée par la gauche. Hein. Donc, la droite viserait, grosso modo, à sortir les gens de leur safe space, hein, parce que la droite, c'est un danger d'abord pour l'environnement. Et si c'est un danger pour l'environnement, c'est un danger pour vous. Parce que si l'environnement se dégrade, vous allez en souffrir vous-même sur le plan de la santé, par exemple, la qualité de l'air, dont on effraie beaucoup les gens actuellement avec la qualité de l'air. Apparemment, même Québec, les foyers là, à combustion tueraient en fait une centaine de personnes par année. Ça, c'est un autre sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, la droite, c'est un danger pour l'environnement. La droite, c'est un danger pour les communautés culturelles, parce que peut-être qu'elle est critique de l'immigration. Donc, peut-être que la droite encourage les discours haineux envers certaines personnes des communautés culturelles. La droite, c'est un danger pour les femmes, parce que c'est apparemment qu'on remet en cause l'avortement, même si c'est pas vraiment le cas chez les conservateurs. La droite, c'est un danger finalement pour à peu près tout ce qui se présente autour de nous, alors que la gauche, elle, serait la sécurité. Donc, votez gauche, votez sécurité, votez droite, votez danger. En gros, c'est vraiment le message qu'on envoie dans nos médias depuis, c'est ça, depuis la pandémie, mais là, dans le contexte de la présente, je sais pas une campagne électorale encore, mais disons en préparation de la prochaine campagne électorale, on est vraiment dans cette atmosphère-là. Et donc, c'est ça. Pierre Poilievre, non seulement, on fait des associations avec Donald Trump. Poilievre, c'est le Trump canadien. Donc, encore une fois, là, une façon de brandir le spectre du péril institutionnel. Hein. Donc, Trump, c'est un danger pour les institutions. Pierre Poilievre aussi, c'est quelqu'un qui va mettre la hache dans la fonction publique, même si elle a atteint des sommets d'obésité récemment. Donc, bref, vous avez compris la logique et c'est très concret parce qu'on l'a vu avec, par exemple, le dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec, le mystère en Pierre Poilievre. Donc là, vraiment, on s'est employé à utiliser cette rhétorique-là. Pierre Poilievre, c'est une énigme, hein, nous dit José Legault.
Pierre Poilievre, c'est un mystère. Pierre Poilievre a des intentions cachées. Donc, on est presque ici, en fait, dans une sorte de complotisme bien pensant, hein, c'est-à-dire où on prête carrément des intentions malveillantes à Poilievre, qui devient une sorte de bonhomme 7 heures de la politique fédérale. C'est quelque chose d'un peu... c'est ridicule, en fait. Là, c'est vraiment... En fait, c'est pas subtil du tout. Là. On est vraiment dans une ligne éditoriale assez grossière. Bref, ça me paraissait très important de revenir à Libra-Média sur cette stratégie des grands médias pour freiner et diaboliser la droite en général. Non, selon toi, ce tir groupé là, contre les conservateurs de Pierre Poilievre, comment ça s'explique? Ça s'explique davantage par des intérêts, disons, institutionnels là, à court terme. On peut penser que Radio-Canada peut se sentir menacé du fait que Pierre Poilievre lui-même a annoncé qu'il éventuellement ne renouvellerait pas les milliards de subventions faites à la télé d'État. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Là? Eh on fait souvent l'analyse avec le phénomène religieux, là, d'une espèce de progressisme religieux qui ne voit pas, qui voit tout ce qui lui est contraire d'une manière en diabolisant littéralement, là, en faisant prendre aux conservateurs la place du diable dans leur histoire, là, dans le sens de l'histoire et tout ce qui irait contre ce sens de l'histoire, un peu comme une histoire du salut finalement. On a l'histoire le bien et le mal, en gros. Ouais, exactement, l'histoire du salut et tout ce qui va contre notre histoire ou notre narratif ou notre récit, en fait, devient l'incarnation du diable. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, les deux? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est les deux parce que les deux convergent, en fait, les intérêts et l'idéologie. L'idéologie, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer, c'est très, très, très présent dans notre société. Donc, forcément, oui, il y a l'aspect idéologique, mais il se trouve qu'adhérer au récit dominant, en fait, nous garantit une place au soleil au Canada. Donc, quand vous adhérez au récit dominant, on vous réserve en fait une place confortable dans les institutions. Au Québec, bon, c'est un peu la fonction publique, c'est-à-dire vous embrassez là, le modèle québécois et le modèle québécois vous offre une sécurité finalement financière qui se traduit jusqu'à la retraite, etc. Ça veut pas dire que tous les fonctionnaires adhèrent au modèle québécois, là, c'est pas ça que je veux dire, mais on voit que ça coïncide avec des avantages sociaux en fait au Canada surtout. Le prof Caron nous avait bien expliqué ça dans une grande entrevue qu'on avait faite avec lui. Finalement, le régime récompense ceux qui s'y soumettent, pour le dire autrement. Donc, il y a l'aspect idéologique, mais il y a l'aspect des intérêts. Et dans le cas de Radio-Canada, c'est très clair, là. Donc, une société d'État qui, effectivement, est menacée de voir son budget être réduit. Moi, je pense qu'il faut aller là. Les gens vont dire, oui, mais toi, t'es directeur, rédacteur en chef de Libra-Média. Oui, c'est vrai. Donc, je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'est que les médias, on le voit, ne sont plus adaptés. Le modèle médiatique gigantesque là n'est plus adapté là, à la réalité des médiatiques aujourd'hui. Donc, il y a un gaspillage de fonds qui est énorme. Il y a 8 personnes pour faire le travail de 2 personnes, finalement, en gros. Là. Donc, c'est plus du tout adapté. Donc, même au-delà du caractère idéologique de Radio-Canada, je pense que il y a beaucoup de gaspillage. Mais enfin, bref, pour venir à ta question, donc je pense qu'il y a deux dimensions qui convergent. Les intérêts, bien sûr, les grands médias n'ont pas intérêt justement à ce que Poilievre prenne le pouvoir et ça va contre leurs valeurs, ce qu'ils considèrent être leurs valeurs de progressistes, etc. On est vraiment dans une logique de diabolisation parce que une différence fondamentale aussi entre Poilievre et Trump, parce qu'on aime beaucoup faire l'association, c'est le rapport à l'immigration. Donc, ça chauffe beaucoup plus aux États-Unis. Bon, on a publié un reportage important là, à la frontière qu'on invite à nouveau les gens à aller voir sur les brèches dans le mur entre le Mexique et les États-Unis que tu as réalisé, Francis. Donc, ça chauffe aux États-Unis. Donc, la question migratoire, elle est excessivement polémique aux États-Unis. Au Canada, on n'est pas du tout rendu là. Et tant qu'à moi, ça, c'est une différence fondamentale entre la droite canadienne et la droite américaine. Donc, il y a une insécurité culturelle aux États-Unis qui est de plus en plus forte, une pression migratoire qui est énorme, celle de l'Amérique latine en dessous. C'est 2,5 millions de migrants qui ont atteint la frontière en 2023. C'est gigantesque, c'est du jamais vu. Alors, donc, Trump, oui, est hostile bien souvent, il faut le dire quand même, là, envers les migrants, du moins une certaine partie d'entre eux. Alors que Poilievre, sa femme est d'origine vénézuélienne, il veut, il me semble, ramener le Canada à des seuils d'immigration plus raisonnables, comme d'ailleurs le président, je pense, de la Banque nationale ou de la Banque royale, en tout cas, Banque nationale.
Banque nationale, merci. Mais on n'est pas du tout dans le même registre à ce niveau-là. Donc, je pense que on fait beaucoup de raccourcis, on caricature beaucoup, et comme je le répète, ben c'est ça, c'est toujours danger versus sécurité. Et je pense que beaucoup de gens parmi nos concitoyens sont de moins en moins dupes là, et voient un peu le jeu en fait des grands médias pour finalement supporter la gauche. Et qu'en est-il des nationalistes québécois dans ce portrait, puisque, comme tu l'as dit, les Américains, ou disons plutôt conservateurs, vivent de l'insécurité culturelle de plus en plus grande par devant un ennemi factice ou véritable, là, selon les cas. Justement parce qu'il y a beaucoup plus de latinos et tout ça, on peut sentir que certains Américains se sentent de moins en moins chez eux, et sans porter de jugement, là, moi je suis pas contre l'une ou l'autre de ces options. Par contre, on voit que cette insécurité culturelle vécue par certains Américains de la culture traditionnelle se rapproche d'une certaine façon de l'être québécois, au sens où l'être québécois a toujours été dans une insécurité culturelle, sont noyés dans un océan anglophone au Canada. Ah oui. Et donc, il y a toujours eu un réflexe défensif du nationalisme québécois. Et donc, comment expliquer un peu, disons, la volonté de se séparer du conservatisme disons, américain, alors même que les intérêts, disons, ou l'expérience vécue politique convergent? Oui, ben c'est une bonne question. Je voulais aborder justement ce thème-là. Réflexe défensif, c'est bien dit. Donc, la question linguistique aussi, effectivement, normalement, on serait capable de faire des parallèles entre l'insécurité linguistique de certains Américains actuellement qui, finalement, sont entourés de l'espagnol. Remarque, c'est vécu de manière différente parce que les États-Unis restent un empire. Ils n'ont pas exactement le même rapport à la langue. On sait même qu'il n'y a pas de langue officielle comme telle aux États-Unis, même si l'anglais s'est imposé. Au tout début, on sait que l'allemand était présent fortement aux États-Unis. Donc, je pense que, si je me rappelle bien, il y a même eu des débats à savoir est-ce que la Constitution américaine serait rédigée en anglais ou en allemand ou... enfin, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est pas exactement le même rapport à la langue, mais oui, il y a des parallèles à faire, mais notre enfermement, malheureusement, mental au Québec, Francis, ce que j'ai appelé récemment dans un statut notre cabanon mental, nous empêche de faire un peu ces parallèles-là qui normalement, effectivement, seraient naturels. Donc, je ne comprends pas, moi, en fait, les nationalistes québécois. Je ne comprends pas Yves-François Blanchet qui se rend à la Convention démocrate. Bon, il dit qu'il est invité, il n'est pas invité, il fait un peu un clown de lui-même. Je trouve que c'est enfantin. Et c'est dans la posture, mais on se trompe aussi sur le plan intellectuel. Là. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump est un souverainiste, en fait, quand tu es même un protectionniste, hein, un peu. C'est pour ça qu'on le comparait aussi un peu à AMLO, à Andrés Manuel López Obrador au Mexique, même si lui était à gauche, c'est deux présidents quand même protectionnistes. Trump a une tendance un peu isolationniste. Donc, dans le système international. Donc, revenir à les États-Unis, qui reviennent dans leur terre, finalement, et qui cessent d'intervenir partout, là, en brisant tous les écosystèmes culturels, géopolitiques, etc. Donc, il y a effectivement une sorte de convergence entre le nationalisme québécois et le nationalisme américain, d'une certaine façon. Même si les Américains ont toujours été vus un peu comme des prédateurs économiques au Québec. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de nuances à faire, mais le rapport des nationalistes québécois, effectivement, aux républicains, aux démocrates est trompeur. C'est-à-dire... Donc, il ne faut pas chercher trop les liens de rationalité là, qui pourraient faire en sorte que l'un se mette avec l'autre. C'est plus une question de récit et d'image qu'une... En fait, ce qu'ils aimeraient, c'est que les démocrates aient une posture trumpiste, mais ils détestent plus Trump qu'ils aiment la réalité et les intérêts des Québécois, finalement. Après, c'est ça. Bon, que Trump ne ressemble pas aux Québécois dans son approche. Bon, c'est quelqu'un qui est issu du monde de la télé. Bon, il utilise un langage évidemment ultra là, qui relève de la performance. C'est quand même très américain. Bon, il boit des canettes de coke dans son avion. Tu sais, c'est que signe avec un Sharpie. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un évidemment qui fait pas preuve de raffinement, disons, digne des rois de France. Là, on n'est pas tout à fait là. Non, mais on pourrait regarder aussi certains politiciens québécois et on se rendrait compte que finalement, c'est pas très, disons, ça vole pas haut de notre côté de la frontière non plus. Mais en même temps,
ça, effectivement, Legault, non. Mais en même temps, on regarde les démocrates, les néoconservateurs anciennement républicains comme Dick Cheney sont rendus du côté démocrate avec Hillary Clinton. Donc, on voit qu'il y a un complexe militaro-industriel qui est complètement derrière la machine démocrate qui veut la guerre et qui veut vendre des missiles. Encore cette semaine, on a vu des photos de Zelensky signer des missiles. Et là, on comprend pas comment nos bons Québécois pacifiques ne peuvent se ranger derrière un tel conglomérat. Je pense qu'ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas puis ils sont aveuglés par l'idéologie. Donc, c'est les deux. Puis bon, si on revient à Poilievre, des nationalistes qui disent que Poilievre met en péril, menace l'existence même du Québec, je trouve ça nettement exagéré. Là. Trudeau, c'est rien qui a été plus dommageable, en fait, dans l'histoire canadienne, je pense, pour les Québécois que 9 ans de Justin Trudeau. Peut-être Pierre Trudeau, son père. Mais dans l'histoire plus récente, là, c'est-à-dire juste au plan migratoire, on veut rapatrier les pouvoirs d'immigration, mais on n'a jamais eu un taux d'immigration aussi gigantesque. Donc, chaque semaine qui passe de gouvernement Trudeau endommage le tissu social au Québec, sa cohérence, puis ses chances de survie. Là. Chaque semaine du gouvernement Trudeau, tant qu'à moi, réduit les chances du Québec de survivre à long terme. Donc, comment on peut défendre encore l'appui du Bloc aux libéraux à Ottawa? Je trouve ça me dépasse complètement. Donc, je vois pas pourquoi Poilievre serait davantage une menace existentielle à la nation québécoise que Justin Trudeau. Donc, encore là, tu vois, les nationalistes font le jeu de la peur aussi. Là. Donc, la menace, le danger, Poilievre, c'est un danger pour l'environnement, pour les Québécois eux-mêmes en tant que groupe culturel distinct, société distincte. Donc, ils ont embarqué, en fait, complètement. Moi, je pense qu'honnêtement, il y a quelques nationalistes là, dans le paysage médiatique qui essaient d'être plus à droite, mais moi, je pense qu'on peut parler de presque de 80% des nationalistes québécois là, comme tels, des électeurs nationalistes adhèrent à ce récit dominant des grands médias. Et, honnêtement, c'est déplorable. Puis durant la pandémie, ça a pris des proportions complètement folles. Là. Je ne vais pas y revenir 50 fois. Je travaille là-dessus. Là. On y a travaillé d'ailleurs sans voler le punch. On a un livre avec Claude Simard qui... écoutez, je vais le dire. On prépare un livre qui va être publié sans doute en 2025, début 2025 avec Claude Simard. Claude Simard et moi avons préparé un livre qui aborde la question du Québec, dans lequel on va livrer une critique assez sévère, en fait, du modèle québécois et on va revenir sur le rapport des nationalistes, notamment à la pandémie et au grand récit dominant médiatique. Enfin, donc, mais tu vois, j'y reviens, je résume, là. Peur versus danger. C'est très important que les gens comprennent ça. La gauche, ce serait la sécurité et la droite, ce serait le danger. Donc, votez safe. Votez safe, votez safe. Sinon, vous votez du côté du péril. Et dans l'histoire, en fait, c'est toujours la gauche qui disait que c'est la droite qui utilisait la peur. La peur de l'immigration, mais aujourd'hui, la gauche utilise beaucoup plus la peur que la droite. Donc, ça aussi, c'est tout un renversement. Ouais, le danger, on pensait par exemple que c'était les néoconservateurs après le 11 septembre qui ont réduit les libertés et qui pour justement donner plus de sécurité. Et donc, on voit qu'il y a... En fait, c'est peut-être les néoconservateurs qui ont pris d'assaut la gauche et en ont pris le contrôle finalement. D'une certaine façon, il y a un brouillage des clivages. Puis durant la pandémie, encore une fois, il y a eu cette confusion-là s'est accentuée. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui se sentaient de gauche, qui sont passés à droite. Abandon des travailleurs par la gauche, justement. Oui, ça remonte c'est bien antérieur, effectivement, à la pandémie. Donc, l'abandon des classes ouvrières, entre guillemets, ça remonte après la chute du mur de Berlin. Là, c'est-à-dire quand la gauche, finalement, a perdu sur le plan économique. Soyons clairs, là. Je pense que l'URSS s'effondre, etc. Et donc, là, la gauche décide de passer, finalement, des combats économiques aux combats culturels, identitaires. Donc, ce qu'on appelait les luttes pour la reconnaissance. Et à partir du moment où on switch, en fait, au multiculturalisme et à la défense des droits LGBT, etc., à partir du moment où on fait ça, on commence à s'aliéner ou plutôt abandonner les enjeux économiques. Et ça a donné, si on remonte jusqu'à aujourd'hui, là, on voit un peu les ravages.
à tel point que la gauche s'est mise à défendre Big Pharma durant la pandémie. Là, c'est-à-dire, tu te dis, wow, comment peut-on être de gauche, remettre en question le grand capital et être pour la vaccination de masse au profit, au bénéfice de compagnies parmi les plus... Ben oui, les plus prédatrices à l'échelle de l'histoire, les plus mafieuses, etc. C'est complètement incroyable. Là. Donc, on a assisté à des renversements du clivage phénoménaux. Et c'est ce qui nous fait dire que même à Libromédia, on défend un point de vue qui est plus à droite, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de nuances et il y a beaucoup de gens de gauche, en fait, soyons clairs, là, qui nous écoutent actuellement. Finalement, ce qu'on appelle la droite au Québec, c'est une grande partie, c'est de la gauche fidèle à ses principes, finalement. Exactement. Très bien dit. Donc, et ça, mais ça non plus, ça n'est jamais relevé. Tu sais, dans les grands médias, on aimerait ça entendre Radio-Canada, voir Radio-Canada faire un reportage sur, je sais pas, ces gens de gauche qui ne se sentent plus représentés, ces nouveaux orphelins politiques. Tu sais, un témoignage, on pourrait tout à fait voir ça, même qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Mais on l'a non, déjà fait. C'est déjà fait et sans voler le punch encore une fois de mon côté. Il y a un beau reportage sur Los Angeles et notamment la candidature de Robert F. Kennedy qui va être disponible la semaine prochaine. Alors, soyez attentifs, ça s'en vient. La stratégie des grands médias pour tenter de freiner Poilièvre, un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur le site internet de Libremédia au libre-media.com. Alors, Jérôme, un deuxième article publié sur Libremédia, un article intitulé « En Espagne, la gauche veut distinguer vrai et faux médias ». Alors, dans ton article, là, tu montres que le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez veut lui aussi s'attaquer à la désinformation, ou plutôt à la liberté d'expression, pourrait-on dire. En effet, Francis, on a vu que un peu partout en Occident, la gauche entend s'attaquer à ce qu'on appelle la désinformation. Je le mets toujours entre guillemets parce que, évidemment, la question, c'est de savoir quelle est la définition qu'on donne à cette désinformation-là. Est-ce que c'est donc, est-ce que avoir un point de vue de droite, finalement, c'est de la désinformation? Comme le suggérait en fait Hillary Clinton la semaine dernière, on en a parlé. Donc, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste en Espagne, qui finalement, inspiré d'une certaine façon par la gauche démocrate, entend lui aussi faire de lui, en fait, son aspiration, c'est même de faire de lui un leader, imaginez-vous donc, de la lutte à la désinformation dans le monde. Donc, je suis revenu sur la question avec Nicolas Klein. C'est pas la première fois qu'on le reçoit. C'est un hispanologue extrêmement compétent, donc un spécialiste de l'Espagne. C'est un auteur, un traducteur, quelqu'un qui a traduit des livres là, de l'espagnol au français, des livres très importants. Et donc, il nous explique comment le gouvernement Sanchez va s'y prendre, en fait, pour lutter contre cette désinformation, entre guillemets. Et ça va très loin parce qu'on apprend que le gouvernement socialiste espagnol veut en quelque sorte, et pas en quelque sorte, veut carrément dresser la liste des vrais médias, une liste qu'on va opposer évidemment à la liste des faux médias. Donc, je ne sais pas si vous imaginez comment on est devenu dans une logique cléricale, là, c'est-à-dire vraiment un clergé politique qui va s'arroger le droit de déterminer le vrai du faux, c'est-à-dire le bien du mal. On est carrément dans un manichéisme là, de religieux. Là. Donc, c'est vraiment extrêmement préoccupant et en même temps malheureusement cohérent dans la foulée de tout ce qu'on a vu. Évidemment, c'est, je le rappelle, il faut relire aussi mon édito du 1er septembre, où je suis revenu sur le mois noir de la liberté d'expression, le mois de septembre 2024, de l'arrestation de Pavel Durov à la suspension de X au Brésil. Donc, on le voit que effectivement, à l'échelle en fait de l'Occident, il y a vraiment un tir groupé des États contre la liberté d'expression et on dirait que chaque semaine, il y a un développement inattendu ou malheureusement attendu qui vient le confirmer. Donc, dans le cas de l'Espagne est vraiment emblématique de ça. Donc, évidemment, l'Espagne est un pays qui est pas non plus négligeable à l'échelle mondiale et duquel on est assez proche. Enfin, moi, je suis assez proche de l'Espagne, donc c'est un peu un pays qu'on s'emploie à suivre.
Et bon, faut comprendre aussi, petite parenthèse, que malheureusement, la polarisation en Espagne a fait en sorte que c'est le Parti socialiste qui gouverne, mais autrement, ce serait pas ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la polarisation extrême, que c'est un peu comme en France, là, c'est-à-dire que le gouvernement socialiste ne reçoit pas l'approbation de la majorité des Espagnols, mais par une espèce de jeu, en fait, là, électoral et d'alliance, on s'est retrouvé avec ce gouvernement. Je le précise parce que pour ceux qui pourraient penser que les Espagnols, tout d'un coup, sont socialistes, là, en majorité, c'est pas exactement ça. C'est vraiment le fruit du système politique, là. Donc, on voit comment, bon, c'est d'une certaine façon, c'est les anciens régimes, là, c'est ceux qui avaient d'une certaine façon le monopole du narratif, comme on dit aujourd'hui, ou du récit d'interprétation des événements qui se déploient au fur et à mesure que la politique et le monde évoluent, là. Donc, on se rend compte qu'il y a justement une convergence de l'ensemble des partis et de ceux qui appartiennent à cet ancien monde. Et là, il y a un monde nouveau qui se présente avec des nouveaux intérêts, avec des nouvelles perspectives, avec une sophistication beaucoup plus créative et tout ça. Et donc, on peut comprendre d'une certaine façon qu'ils se sentent menacés. Donc, est-ce que, selon toi, on a affaire dans les deux cas, là, on a affaire au Canada ou en Espagne, on a affaire à une stratégie des gouvernements en place, les défenseurs du statu quo, qui utilisent d'un côté peut-être la carotte et le bâton, la carotte étant les subventions aux médias qui font l'affaire du régime, et de l'autre côté, le bâton pour censurer les récalcitrants finalement. Oui, je pense qu'on une convergence, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement coordonné au sens où tout le monde qui participe à ça ne s'est pas réuni avec ses homologues pour en discuter, là. Donc, évidemment, tout ça se fait de manière un peu informelle, de manière un peu spontanée, mais oui, on a compris à gauche que on pouvait utiliser cette rhétorique-là, celle de la lutte à la désinformation, pour finalement tenter de modeler le discours public à son avantage. Donc, évidemment, la question des fake news, parce que c'est vrai qu'il y a des fake news sur Internet, mais la manière qu'on se sert, en fait, de la réalité des fake news pour, encore une fois, imposer ce qu'on appelle son narratif, c'est de plus en plus clair. Donc, la gauche a compris qu'il y avait une niche, qu'elle pouvait utiliser ça. Évidemment, quand les démocrates aux États-Unis donnent l'exemple, je veux dire, évidemment, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, là. C'est-à-dire que les démocrates, les États-Unis sont apparemment la plus grande démocratie au monde. Donc, quand un des deux grands partis aux États-Unis se sent autorisé à défendre ce genre de projet, comme Hillary Clinton, ça reste hallucinant, là, ce qu'elle a dit il y a 2 semaines. Là. C'est-à-dire, imaginez, là, vous êtes à droite, vous faites de la désinformation russe. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Donc, vous êtes un agent de l'étranger parce que vous avez un point de vue de droite. En gros, là, c'est son résume. Donc, il y a un modèle, en fait. Il y a un modèle. C'est peut-être celui de la gauche américaine, en fait, d'une certaine façon. Parce qu'en Espagne, on comprend que le wokisme reste une importation du monde occidental et du monde anglo-saxon. C'était pas naturel, entre guillemets, que les hispanophones, que les Espagnols adhèrent à ce récit-là, qui reste une forme de colonisation idéologique, là. Genre, on en parlait aussi avec des gens d'Amérique latine récemment, là, Agustin Laje, tout ça. Le wokisme en Amérique latine, dans le monde hispanophone et en Espagne, c'est une forme de colonisation idéologique, là. C'est pas, le wokisme n'est pas né en Espagne. C'était plutôt un pays assez traditionnaliste. Il y a eu Franco. Et ce qui est fou, c'est que, bon, évidemment, la censure, vous comprenez que dans l'histoire espagnole, la censure, c'était Franco. C'était pas la gauche woke, là. Donc, il y a un renversement aussi qui est incroyable. Et donc, le leader du Parti populaire, un parti de droite, Alberto Núñez Feijóo, qui dénonce un plan de censure jamais vu depuis Franco. Donc, peut-être que lui exagère un peu, mais c'est assez fou de quand même juste de lire ça. Et le porte-parole de Vox, en fait, qui lui considère comme un parti d'extrême droite, entre guillemets, il y voit carrément la marque de régime totalitaire. Donc, est-ce qu'en Espagne, la censure va passer du franquisme au wokisme? C'est fou raide, là. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste, mais de malheureusement réaliste au sens que c'est la réalité. Mais si on considère les deux sur le plan, par exemple, du conservatisme au sens de défense du régime et du statu quo institutionnel et de l'ordre social, on comprend
la communauté, disons, formelle entre Franco et la gauche autoritaire actuelle, puisque justement les deux avaient ce but-là, c'était de défendre un ordre préexistant menacé par des nouvelles idées qui s'en viennent. Donc, si on regarde le contenu idéologique, on peut penser qu'il y a une grande différence entre la gauche woke aujourd'hui et Franco, mais si on regarde du point de vue de la défense des intérêts institutionnels à un moment clé de l'histoire, je pense qu'ils ont beaucoup plus en commun là, qu'ils pensent se séparer l'un l'autre. Très bon point. La liaison, c'est l'étatisme. C'est-à-dire le franquisme est étatiste. Donc, faut pas oublier quand même que les nazis étaient des nationaux socialistes. Quand même, c'est pas banal. Là. Donc ça a été quand même évacué finalement quand même par la gauche. Là. Non, les nazis sont pas si socialistes que ça. Ben oui, mais ils s'appelaient d'abord le Parti des ouvriers allemands, si je me rappelle bien. Hitler, au début, était le chef d'un parti qui s'adressait aux ouvriers allemands. La liaison, c'est l'étatisme. Et c'est drôle parce que je parlais justement avec monsieur... j'ai fait une entrevue avec un auteur, un journaliste espagnol récemment à Mexico qui m'expliquait que justement la tradition espagnole reste quand même étatiste et même à droite. Selon lui, en fait, que la droite espagnole, lui, il voyait dans le libéralisme espagnol une sorte de trahison envers l'étatisme qui serait caractéristique de la tradition espagnole. Donc, Javier Villamor qui m'a tout expliqué ça dans une entrevue intitulée « Wokisme, nos dirigeants nous poussent au suicide collectif ». Et lui-même prônait ce qu'il appelait une droite sociale. C'est-à-dire, lui disait que pour lui, Javier Milei, c'est une sorte d'hérésie finalement dans le monde hispanophone. Pour lui, c'est de l'américanisme. Ça. C'est vrai que Milei est très américanophile. J'ai expliqué ça aussi dans d'autres articles. Mais la liaison, effectivement, c'est ce qui rapproche les woke du franquisme, pour le dire aussi simplement, c'est l'étatisme. C'est-à-dire que c'est l'étatisme, donc le recours à l'État. Et si un organe qui permet la censure, c'est quand même bien l'État. Ben aussi, les GAFAM, là, mais ça, c'est plus récent. Donc, l'étatisme, oui, ça permet ce genre de dérive-là. C'est ça, c'est la liaison entre les deux courants idéologiques. Il y a un lien aussi entre un autre clivage là, qui est intrinsèque là, à l'étatisme versus, disons, la liberté individuelle. C'est justement le rapport à l'individualisme. L'individualisme au sens de la communauté, oui, elle est importante, mais elle est là pour réaliser le bonheur des individus. Elle est là pour réaliser la possibilité aux individus de déployer l'ensemble de leur potentialité. Et on faisait un lien justement avec l'entrée du monde dans la modernité philosophique et la modernité, disons, politique. C'est justement dans la prise en compte de l'individu. C'est pas parce qu'on a un roi qui a telle religion ou tel penchant que toute la société doit le suivre d'une manière autoritaire. Non, la modernité vient apporter le débat, vient apporter la nuance, vient apporter la sophistication parce que on tient compte de l'ensemble des idées que les individus portent et les individus qui, par communauté, après ça, vont se regrouper pour les faire valoir. Mais c'est ça quand même l'individu. Donc cet étatisme qui se présente et qui se sent menacé et qui a peur et d'où vient la stratégie des subventions et de la censure pour faire respecter son autorité. Est-ce que c'est pas justement un réflexe prémoderne, primitif qui tente, c'est comme s'il y avait un génome en nous qui a peur d'une trop grande percée des individus qui se sent menacés par ça et qui voudraient par l'État s'imposer à tout le monde et empêcher le déploiement des individus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans, là, un refus de la modernité là, dans cet étatisme un peu primaire? Oui, c'est sûr que oui, l'individualisme, c'est la droite libérale au départ. Mais là, de là à dire que le wokisme, qui est représenté, fort bien représenté par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, lui, rejette la modernité. Alors que, évidemment, toutes les expériences woke relèvent plutôt ce qu'on appellerait la post-modernité, pas comme l'entend Maffesoli, mais comme, je veux dire, on est ailleurs, là. C'est-à-dire quand l'abolition des sexes, disons, c'est la porte vers
la voie vers le transhumanisme. Dis donc, on n'est pas du tout dans le traditionnalisme à ce niveau-là. Oui, peut-être, mais est-ce qu'on est vraiment moderne? Mais justement, par rapport à cet exemple-là, sommes-nous vraiment modernes? Parce que est-ce que, pour moi, quelqu'un qui est moderne, c'est quelqu'un qui connaît les raisons qui légitimise ses actions, il sait la raison derrière ces prises de position. Mais est-ce que tu considères, toi, par exemple, Jérôme, est-ce que tu considères que tous ceux qui sont derrière le lobby ou, disons, les revendications LGBTQ+, du wokisme et tout ça, est-ce que tu considères qu'individuellement, ils sont capables de défendre sur la place publique ou ils sont capables de défendre philosophiquement l'ensemble des causes qui font en sorte qu'ils pensent telle chose? Ou est-ce que c'est plutôt, ils veulent soit avoir, se donner à eux-mêmes une certaine moralité publique à peu de frais, ou ils veulent juste faire partie d'un groupe sans vraiment savoir pourquoi, tout en disant je suis dans l'empire du bien. Est-ce que vraiment l'ensemble des personnes qui soutiennent ces revendications woke sont vraiment au courant de ce qu'ils font ou ils le font pas par, disons, conformisme social? Et donc, s'ils le font par conformisme social, ils ne sont pas modernes au sens philosophique du terme et donc on est dans un refus de la modernité. C'est ça mon raisonnement. Ben, si la modernité, c'est effectivement le respect de l'individu, de ses droits individuels, etc., c'est né, oui, par l'individu lui-même. C'est ça la question. Pas par l'État qui vient. Est-ce qu'on est moderne si l'État nous oblige à l'être? Non, parce qu'il faut l'être par soi-même. De ce point de vue-là. C'est-à-dire, tu as raison, si on considère que la modernité, bon, c'est l'autonomie individuelle, je pense que le wokisme est effectivement plus dans un mouvement moutonnier où on embrigade massivement, donc une espèce de malgré tout un collectivisme sous couvert d'individualisme. Un peu ce qu'on a vu durant la pandémie. Hein. Non, c'est plutôt le contraire. La pandémie, c'était une somme de peurs individuelles qui créait une sorte de collectivisme un peu soviétique, mais c'était quand même les peurs individuelles de la mort. Le wokisme, oui, c'est ça. Ben écoute, tu as raison, mais à partir de cette prémisse-là seulement, c'est-à-dire ça dépend de quel angle on voit le problème. Là. Parce que oui, je pense que c'est un problème. Mais oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler. La modernité, normalement, c'est quand même l'autonomie individuelle. Donc, si vous êtes plutôt dans une logique d'embrigadement, d'endoctrinement, d'obligation, dans le fond, les gens autour de vous, vous ne les laissez plus libres et vous êtes plus dans une logique libérale, propre effectivement à la sécularisation, la conscience individuelle finalement, hein, qui naît un peu avec le christianisme, mais aussi surtout avec le protestantisme. Donc, c'est vraiment le rapport individuel à Dieu, finalement, qui est le prélude, finalement, aux droits individuels modernes, libéraux. Ça, on l'oublie souvent, là. Mais disons que c'est pas à Radio-Canada ou à la soirée est encore jeune qu'on va entendre ça. Un petit commentaire. Quoi qu'il y a un beau livre de Charles Taylor, Les sources du moi, qui explique bien la généalogie des conditions de possibilité de l'individu moderne. Oui, à l'université, tout ça. Il y a des espaces où on peut parler de ça quand même encore au Québec. Mais en tout cas, bref, pour revenir à Pedro Sanchez, à son gouvernement socialiste, allez lire l'article parce que, encore une fois, c'est ça. C'est un autre symptôme, malheureusement, de cette régression de la liberté d'expression, enfin, des attaques menées contre la liberté d'expression. Mais c'est plus qu'un symptôme, là, c'est carrément une attaque. Et donc, il ne faut pas penser, encore une fois, que l'Espagne est détachée. Nous, à Libre Média, on essaie vraiment de déployer, de faire voir la mosaïque, là, c'est-à-dire c'est une pièce parmi une grande toile, tout ça. Donc, il faut voir la vue d'ensemble pour comprendre vraiment les jeux de grands mouvements. Donc, ça, on reste cloisonné et mentalement emprisonné dans le dôme. Et là, on voit pas ça. Donc, tu sais, il faut s'intéresser aux autres pays parce que ça nous fait comprendre aussi ce qui se passe chez nous. Hein? Donc, c'est pas juste c'est pas par exotisme. C'est-à-dire, ça nous fait comprendre ce qui va nous affecter, nous, Québécois aussi. Là. Donc, on le fait pas que pour les autres. Hein?
Et surtout aujourd'hui, où est-ce qu'on voit une communauté stratégique des ennemis de la liberté finalement, et on peut voir des fois même dans le micro-détail à quel point souvent ce sont les mêmes politiques et les mêmes stratégies d'implantation qui sont mises en œuvre de part et d'autre de l'Atlantique et même aux États-Unis, dans l'ensemble du monde occidental. En Espagne, la gauche veut distinguer vrais et faux médias. Un article à lire sur Libre Média au libre-media.com. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Chaque semaine, un nouveau reportage ou une nouvelle entrevue sur la chaîne YouTube de Libre Média. Cette semaine, Francis, tu t'es penché sur le vol à l'étalage qui connaît une forte augmentation depuis l'inflation. Oui, exactement. Je me suis intéressé à ce sujet parce que, bon, on le sait, il y a un lien entre pauvreté ou, disons, dégradation des conditions de vie et crime au sens légal du terme, parce qu'on peut penser que quelqu'un qui, entre guillemets, vole au supermarché pour ne pas mourir de faim, disons, c'est un vol, mais c'est un vol dont la gravité est grandement diminuée par rapport à quelqu'un qui le ferait pour son propre loisir ou par pure méchanceté. Donc, on comprend qu'il y a un lien entre pauvreté, dégradation de la qualité de vie et crimes en tout genre. Et parmi ces crimes, je me suis intéressé justement au vol à l'étalage qui fait beaucoup de victimes chez les entrepreneurs québécois notamment, qui font partie, qui sont, disons, les plus malmenés de notre société. Pourquoi je dis qu'ils sont les plus malmenés? Non pas qu'ils ont peut-être les pires conditions de vie, mais c'est ceux qui font tourner l'économie québécoise, qui est basée d'abord et avant tout sur des PME. Ils sont ceux qui prennent des risques et en même temps, ils sont ceux qui ont moins de reconnaissance sociale. Ce sont eux qu'on traite le plus souvent de profiteurs et tout ça. Donc, ils ont à la fois l'économie et l'ensemble de la société sur leur dos, et en même temps, ils ont presque aucune gratitude sociale ou symbolique, disons, dans la culture québécoise. Donc, j'ai voulu m'attarder à leur situation puisqu'ils sont les plus négligés, donc pour les raisons que je viens d'énumérer. Donc, pour ce faire, je suis allé rencontrer d'abord Damien Silès, qui est directeur général du Conseil québécois du commerce au détail, qui dans le reportage vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube, va donner différents chiffres qui sont assez impressionnants là sur le vol à l'étalage et les crimes de toutes sortes, puisqu'il il parle de la mission de son organisation, et leur mission, c'est justement d'offrir des outils et d'être à l'écoute et de faire du lobbying, entre guillemets, auprès du gouvernement pour montrer la situation de leurs membres. Et donc, il parle d'une nouveauté. Oui, il y a toujours eu du vol à l'étalage. Oui, il y a eu une augmentation après l'augmentation des taux d'intérêt et l'inflation. Mais il y a quelque chose de nouveau dont il fait mention, ce sont les crimes violents. Donc, il va parler des gangs de rue qui font beaucoup de victimes et des crimes violents. Et donc, ils sont en ce moment à la recherche d'outils pour aider leurs membres à offrir un soutien psychologique à ces personnes-là qui sont souvent traumatisées. Donc, allez voir ça parce que c'est assez impressionnant là, de voir, ah oui, on est au Québec, oui, tout le monde, on a l'impression que les hold-up et tout ça à Cagoule, ça arrive juste aux États-Unis, mais non, ça arrive au Québec et pas seulement à Montréal. Ça m'a surpris le reportage parce que, moi, j'ai toujours, cette conviction qu'ici, quand je suis ici, c'est sécuritaire, là, faut dire ça le reste aussi, là, mais après Mexico, disons, ici, je considère que je peux laisser ma porte débarrée pas mal, là, mais là, je me suis dit, là, peut-être que je pourrais commencer à barrer mes portes. Oui, ça, c'est le mythe. Non, mais je rigole, mais c'est étonnant quand même d'entendre ça. Moi, je le savais pas, tu vois, donc, je savais pas qu'il y avait cette recrudescence-là, puis les témoignages sont très clairs. Puis d'ailleurs, tu as 4 intervenants quand même. C'est donc un échantillon assez large.
Même après le visionnement du reportage, j'ai des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit, même sur l'avenue Mont-Royal, là, qui était une très belle rue commerçante et commerciale, les gens, même les commerces, en sont venus à barrer leurs portes, certains. Donc, parce que justement, il y avait trop de vols, il y avait des gens, il y a même une amie d'une amie, là, c'est vraiment c'est une double référence, mais quand même, elle était en train disons, de vaquer à ses achats dans un commerce et il y a eu une porte de barrée devant deux individus cagoulés tentant de s'introduire. Donc, il y a quelque chose qui se passe au Québec. Les médias en parlent pas, peut-être par peur de créer la peur et la panique, ce qui est pas nécessairement une mauvaise raison à court terme, mais si ça s'en vient... Nos médias, t'es en train de me dire que pour une première fois, disons, en plusieurs années, nos médias ne voudraient pas propager la peur. Quelle surprise! En fait, il y a des peurs. Oui, il y a des peurs qui sont monétisables et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai l'impression que la lutte contre le crime organisé, c'est difficilement monétisable pour les autorités. Et donc, cette peur-là est mauvaise et il faut la taire et il faut faire comme si... Il faut regarder ailleurs, comme disait un autre reportage que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Donc, oui, 2 témoignages de commerçants à Sherbrooke et à Montréal. Qui nous parlent de leur expérience, de comment est-ce que le bonheur d'épicier est entaché par cette réalité omniprésente du vol à l'étalage et comment eux, personnellement, réussissent à dealer, entre guillemets, avec ça, à la fois d'un point de vue sécuritaire par l'ajout de caméras et tout ça, mais aussi d'un point de vue humain et psychologique parce que, justement, savoir... C'est comme si être un épicier, être un tenancier... d'un commerce au détail, vous ouvrez votre maison au public et donc je ne sais pas si vous êtes déjà fait voler quoi que ce soit à l'intérieur de votre maison ou peut-être simplement par pickpocket, mais on se sent agressé, là, ça veut dire on se sent très, très mal après avoir eu un vol comme celui-là. On peut penser que c'est la même chose pour un tenancier d'un commerce au détail qui voit une partie de sa marchandise qu'il a payée et dont les marges sont parfois très minces, se faire voler par un étranger, un inconnu qui vient nous voler. Donc, à la longue, ça doit peser lourd et les 2 personnes interrogées sont heureusement, dans leur cas, bien entourées d'une équipe qui porte le fardeau de cette malveillance omniprésente ensemble. Donc, peut-être que c'est une des façons de faire. Les grandes chaînes peut-être le vivent moins, non pas qu'ils ne subissent pas ce vol à l'étalage. Je pense qu'en proportion, c'est égal, mais en termes de quantité, c'est sûr que c'est plus élevé dans les grands commerces de détail, mais c'est des formules, ou disons, c'est des entreprises souvent impersonnelles. Donc, l'employé, lui, il voit ça, ça lui fera pas un pli, entre guillemets, parce qu'il se sent pas personnellement impliqué ou il n'a pas de sentiment d'appartenance à la chaîne pour laquelle il travaille souvent. À l'exception des propriétaires franchisés qui, eux, c'est leur commerce, même s'ils sont sous une bannière plus grande, en tout cas. Tout ça pour dire que à la fin du reportage, on a une dernière intervention qui vient un peu lire les causes de ce phénomène-là de dégradation sociale dans le commerce au détail, qui est le jeune président et fondateur de la firme Finance 360 et donc qui est un balado que je recommande pour ceux qui s'intéressent à la finance et aux finances personnelles aussi. Et lui, il va expliquer justement dans la fin du reportage une des raisons, mais une des raisons principales. Bon, il fait toute la chaîne de raisonnement, là, donc si l'augmentation des crimes est due à l'inflation et au fait que les gens se sentent de moins en moins en contrôle de leurs finances et peut-être certains se sentent de moins en moins capables de boucler les fins de mois. Et donc, l'inflation cause la crime. Le crime pourrit un peu Mais qu'est-ce qui cause l'inflation? L'endettement étatique. Donc, finalement, c'est le surendettement. C'est ce que le régime actuel nous présente comme étant la meilleure façon de faire, la meilleure façon de stabiliser le marché, c'est-à-dire l'endettement. Finalement, c'est ça qui crée l'inflation et l'inflation crée le crime. Et le reportage se termine en disant justement, en rappelant le déficit actuel du gouvernement du Québec pour cette année 2024 ou déficit prévu parce qu'il va y avoir une mise à jour économique très certainement en novembre et qui va, selon moi, empirer la situation de l'endettement du Québec.
Et donc, finalement, c'est une roue qui tourne. Donc, on revient au point de départ. Donc, l'inflation auto-infligée va mener à éventuellement plus de crimes. Et c'est pas une roue qui tourne sur elle-même. C'est une roue qui nous amène plus bas de toujours. Donc, il ne faut pas penser qu'on revient au point de départ. Non, on revient au point de départ, c'est-à-dire à l'augmentation des crimes, mais encore plus bas, donc avec des crimes plus sévères, avec un plus grand nombre, etc. Donc, morale de l'histoire, faites attention lorsque les gouvernements vous promettent des retours sur investissement lorsqu'ils s'endettent. En fait, c'est la dégradation sociale qui est à plus ou moins long terme la conséquence directe. Oui, il y a le facteur économique. Le reportage se concentre sur le facteur économique, cette mécanique-là, effectivement, qui crée cet engrenage. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre facteur sur lequel on pourra se pencher ultérieurement, qui est celui de la dégradation du climat social comme tel, et qui est lié effectivement probablement à l'appauvrissement. Mais quand on parle du vivre ensemble, c'est-à-dire dans cette manière-là, quand on est prêt à braquer notamment un épicier de quartier qui est pas une grande chaîne, pas que ce soit plus acceptable de braquer le Walmart ou le Super C que l'épicerie de quartier, mais quand même, qu'est-ce que ça dit ça sur la société actuelle, le Québec, là, c'est-à-dire quand on est prêt à braquer l'épicier de quartier qui est finalement un voisin là, et un concitoyen, il y a quand même quelque chose aussi qui relève la dégradation du climat social, mais aussi d'une sorte de pas de nihilisme, là, mais c'est-à-dire il y a un irrespect et il y a une manque de considération flagrante envers ses concitoyens. Là. C'est pas des manières, là, ça. Ah non, c'est clair. Est-ce que oui, mais c'est les comportements à risque. On peut penser à l'augmentation de la consommation de drogue. On peut penser à tous les facteurs qui font en sorte que les individus ne sont pas plus capables de vivre une vie virtueuse par eux-mêmes. Oui, c'est sûr qu'on peut les additionner. Là. J'en ai un qui vient en tête. C'est Didier Raoult, dans son dernier livre, parle de l'abaissement mesuré, quantifiable et documenté du QI. Du QI, le quotient intellectuel de les populations, du moins en Occident, qui est en baisse, et il se pose la question dans son livre. Donc, c'est ça aussi, ça a des impacts, là, la baisse du QI. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont de plus en plus stupides? S'ils sont de plus en plus stupides dans une société de plus en plus complexifiée, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des gens qui vont finalement avoir beaucoup de misère à s'en sortir. Et des gens qui ont de la misère à s'en sortir vont souvent aller vers disons la solution la plus à court terme, la plus immédiate et la plus facile entre guillemets. Et ça, est-ce que ça passe par travailler plus ou se forcer, aller chercher une formation, apprendre une langue, etc. Ou ça passe par aller chercher directement aujourd'hui, dans la prochaine minute, ma caisse de bière en ne la payant pas pour endormir, disons, la médiocrité de ma vie. Bon, je fais un scénario très avec des millions de raccourcis à chaque angle, mais ça montre aussi qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, moi, je vois pas disons, lorsque vous avez aussi des médias ou une culture qui méprise le raisonnement, qui fait des raccourcis, qui dit d'un côté, il y a les bons, il y a les méchants, et qui présente une interprétation du réel d'une manière tellement peu sophistiquée, ben vous encouragez la population à penser qu'elle est suffisante. C'est-à-dire que l'état dans lequel elle croit connaître le réel est suffisant pour le comprendre. Ce qui est faux, ça sera toujours faux. Il faut toujours se mettre à jour. C'est comme l'être humain ou le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il faut le mettre à jour, à chaque heure, non seulement par de la bonne information, mais aussi par une bonne base de rationnel, connaître les raisonnements. On peut y aller longtemps, mais tout ça pour dire que pour moi, il y a eu le début du déclin est venu avec l'abrogation. Pas nécessairement du cours classique comme tel, mais disons du positionnement philosophique du cours classique qui donnait les bases culturelles, qui donnait les bases de la langue, qui donnait les bases du raisonnement. Et tout ça, dans les années 60, en ayant mis cela à la poubelle, on se ramasse 50 ans plus tard avec une population, disons, dont le QI est inférieur à celui qu'il était dans ces années-là. Voilà l'étalage. Les voies de fait de plus en plus violents. Un vidéo reportage disponible sur la chaîne YouTube ou plus simplement sur le site internet de Libre Média au libre-media.com.
un dernier article dont nous allons discuter, mon cher Jérôme, les confinements, un crime contre l'humanité selon Javier Milei. Alors, dans cet article disponible sur Libre Média, on retrace justement les paroles du président argentin Javier Milei qui a dénoncé mardi les arrière-pensées idéologiques des Nations Unies et leur agenda 2030 qu'il a qualifié, et je cite, de programme gouvernemental socialiste supranational. Oui, il n'y va pas de main morte, notre ami Javier Milei, qui poursuit grosso modo sa croisade contre la bien-pensance, ce qu'il considère effectivement comme du socialisme. Monsieur Javier Milei qui prône ouvertement le capitalisme, donc il oppose souvent capitalisme et socialisme en toutes sortes de montages visuels, de mimes aussi, sur Instagram, etc. Donc c'est pour dire qu'on continue à suivre le personnage. Et c'est ça, mardi dernier, il est à l'ONU à New York. Il est allé d'ailleurs à la bourse, etc., également pour prôner, défendre son modèle capitaliste. Et écoute, il a livré un discours, encore une fois, assez remarqué, où il dénonce finalement l'espèce de wokisation de l'ONU et le fameux agenda 2030 sur le développement durable, qui le qualifie effectivement de programme socialiste. Donc, il dit que c'est bien intentionné, mais que c'est une atteinte aux États-nations. Donc, c'est un programme gouvernemental socialiste supranational visant à résoudre les problèmes de la modernité avec des solutions qui menacent la souveraineté des États-nations. Donc, c'est encore une fois, une intervention, une sortie très forte. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait fait notamment à Davos. Donc, il dit aussi que le collectivisme et la posture morale woke se sont heurtés à la réalité et qu'ils ne sont plus crédibles. Donc, vraiment, c'est ça. Disons quelqu'un qui est vraiment décomplexé dans sa défense de la liberté. Ça m'étonne toujours quand même de voir des commentaires sur les réseaux sociaux. Dire qu'il vend l'Argentine aux États-Unis. Qu'il vend l'Argentine aux intérêts étrangers à travers la libéralisation. Ça me fait un peu rigoler parce que quand même, oui, c'est vrai qu'il va libéraliser le pays, qu'il est déjà en train de le faire, mais c'est quelqu'un qui critique l'ingénierie sociale et ce qu'on appelle le mondialisme en Argentine, c'est bien Javier Milei, et on connaît un peu sa garde rapprochée aussi intellectuelle, Agustín Laje, qu'on a interviewé récemment à Mexico. C'est sa garde rapprochée, et ce sont probablement les premiers défenseurs quand même de la souveraineté des États face à ce qu'on appelle le globalisme. Donc, j'inviterais quand même certains de nos auditeurs plus critiques de M. Milei, ont tout à fait le droit de l'être, et d'ailleurs, j'aimerais ça en débattre avec quelqu'un qui connaît vraiment le dossier. En fait, Javier Milei défend-il vraiment finalement la souveraineté de l'Argentine? Ça pourrait être un débat intéressant. Mais moi, de mon point de vue, je ne pense pas que Javier Milei soit un traître à la nation argentine. Et on lui reproche beaucoup, Francis, aussi évidemment son appui à Israël. Ça, c'est très qui est effectivement très courageux en fait en Amérique latine. La gauche latino-américaine est très 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 fervente dans son appui à la Palestine. Donc c'est ça. Écoute, un nouveau discours de Milei tout à fait remarqué et tant qu'à moi remarquable. Remarquable parce qu'il détonne un peu de l'ensemble des discours qu'on a entendus à l'ONU cette semaine, puisque tous les présidents... C'est moins qu'on peut dire. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, vous pouvez consulter cet article publié sur le site web de Libre Média, libre-media.com. En terminant, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine? Quel est le fait divers qui a attiré l'attention des médias traditionnels et du public qui les suit? C'est un reportage de Radio-Canada, disponible sur la chaîne de Radio-Canada, sur Internet. Je ne sais pas si les gens veulent vraiment aller... La très sérieuse. Oui, c'est ça, la très sérieuse chaîne info de Radio-Canada. Donc, c'est un reportage sur une génératrice qui fait du bruit dans la cour d'une école du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières. Donc, une génératrice qui dérange plusieurs résidents. Et donc, le journaliste de Radio-Canada a interviewé certains d'entre eux, donc qui nous racontent que c'est ça fait du bruit la nuit et que ça les dérange. Donc, c'est une mesure temporaire, dit-on, mais nécessaire, selon le Centre de service scolaire du Chemin du Roi. Donc, c'est un reportage de Charles-Antoine Boulanger.
j'allais dire à consulter sur le site de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous voulez vraiment consulter ce genre de contenu qui, effectivement, encore une fois, est tellement symptomatique de notre cabanon mental. Cette semaine aussi, il y a eu toute la question du théâtre La Tulipe là, qui a été fermé parce qu'il y a eu des plaintes pour bruit. Justement, il y a une manifestation et même la mairesse de Montréal, finalement, a fait une Jérôme Blanchet-Gravel d'elle-même cette semaine. Ben oui, ça aussi, c'est un symptôme évident de cette intolérance grandissante qu'on n'est toujours pas capable de relier au confinement. On dirait que les gens, je sais pas si c'est le déni ou la baisse du QI, comme on disait, mais ça m'apparaît assez évident. C'est-à-dire, bon là, moi, je salue la mobilisation citoyenne contre la fermeture du cabaret La Tulipe, mais ça aurait été bien de voir la même chose quand le Québec a été fermé au complet. Hein, un peu de cohérence, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu facile. Un théâtre, ça passe chez les artistes, mais quand on ferme le Québec au complet, ben là, ça prend plus de courage et il n'y a pas grand monde finalement dans la rue. C'est quand même un peu déplorable. Mais il faut relier les points. Tout ça, c'est antérieur à la pandémie. La pandémie a amplifié ça. Et aujourd'hui, on reste avec les séquelles de tout ça, c'est-à-dire une société qui reste nostalgique du confinement et du couvre-feu. Donc, c'est une société anti-bruit, allergique aux enfants, qui veut s'attaquer aux chats maintenant à Québec. Donc, les chats, c'est une menace sanitaire, les excréments, etc. Les enfants, ça fait du bruit. Les théâtres, ça fait du bruit. Bref, c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais on est effectivement vraiment devant une société chalet, hein, comme j'appelle, qui ne tolère plus finalement les expressions du corps social, c'est-à-dire les expressions d'une société normale. Hein, mais c'est déplorable. Alors, moi, j'appuie quand même la mobilisation. Un théâtre qui a plus de 100 ans. Les gens vont dire ouais, ça c'est seulement une erreur juridique. Là. Bon, oui, moi je trouve que non. Ça s'inscrit comme dans un mouvement plus global. Et les juges ne sont pas imperméables en fait au mode idéologique. Donc, faut pas penser que le droit est totalement là, en marge, tu sais, de ce qui se passe dans la société. Donc, on l'a vu aussi durant la pandémie, tous les juges ont rendu des jugements favorables finalement au sanitarisme, alors que ça violait quand même manifestement de la Charte des droits, là, non seulement canadienne mais québécoise. Mais c'est déplorable. Écoute, le Québec poursuit quand même sa lancée là, vers un contrôle social plus grand. Et un malaise social aussi plus grand. Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi pas négliger peut-être en terminant le déplacement aussi là, c'est-à-dire qu'il y a quand même le bruit. Peut-être pour le reste du Québec, quoique je suis allé même à Saint-Georges-de-Beauce, il y avait des travaux. Saint-Georges-de-Beauce se montréalise, mais il y a quand même énormément de chantiers qui sont absolument mal gérés, tout croche, et qui vraiment obstruent la productivité de la ville et qui ont des frais qui prennent du temps et des automobilistes, mais de tout le monde. Là. Donc, il y a véritablement un manque de planification municipale et peut-être que c'est un ras-le-bol et disons que ça, c'est un exemple d'un citoyen qui s'est plaint, mais qui aurait peut-être été plus tolérant dans le cadre d'une ville bien gérée avec des travaux à mesure raisonnable. Mais étant donné le contexte absolument exécrable du transport municipal actuellement à Montréal, peut-être que c'est la goutte qui a fait déborder le vase de ce citoyen-là. Et donc, ça serait mieux d'avoir des articles qui traitent de cette question-là, mais d'une manière macro, avec des vraies solutions et des vrais enjeux et des vrais coupables. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être une stratégie de diversion, voulue ou non voulue, là, je sais pas. Là. Mais c'est toujours ce contexte-là qu'il faut garder en tête un peu concernant le bruit. À la défense de ce grand enjeu. Et de plus en plus partout au Québec. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au www.libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bonne fin de semaine. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.